Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 17 septembre. Ça fait un petit temps. Comment ça va? Salut Dag, salut Sophie, salut Nogadrama, salut Éponine. Nogadrama qui est réveillé pour le live. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Salut Flamand Rose. Il y a du monde. Comment ça va de votre côté? Moi, je suis encore en train de me remettre de la semaine. Bon, et accessoirement, hein, de l'aller-retour en avion en 10 jours. Je suis encore en train de me remettre doucement de tout ça. Mais voilà, ça commence à aller un petit peu mieux. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais en profiter pour faire voilà, justement un petit débrief hein, de cette semaine passée dans le temple. Honnêtement, je n'étais pas prêt. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, avec un rythme aussi soutenu pendant une semaine. Je vais vous raconter un petit peu tout ça. On est en tout cas très très loin hein, de l'idée de la petite retraite tranquillou où on va passer plein d'heures à méditer au calme et à réfléchir sur soi-même. Non, 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 non. Là, c'était pas ça du tout. Là, c'est on fait des trucs, on fait plein de trucs et on enchaîne. Il n'y a pas le temps. Voilà. Et oui, au passage, j'ai eu 40 ans. Donc voilà, je suis aussi vieux, ce qui explique hein, cette grande fatigue que j'ai ressentie au retour. Voilà, voilà. Écoutez, j'ai déjà commencé par vous montrer une petite photo. Bien sûr, n'hésitez pas au fur et à mesure hein, si vous avez des questions sur la retraite. Il y a des trucs que je dis qui sont pas clairs ou si vous voulez en savoir plus, hein, n'hésitez pas. Ouais, c'est un arc de training à la plage de Shonen. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. C'est à la japonaise, comme dit Dagdag. Exactement. Exactement. Alors attendez, déjà, je vais vous montrer une belle petite photo, bien sûr, pour commencer tout ça. Oui, au moins, j'ai gardé mes cheveux. Alors bien sûr, premier point intéressant à souligner, dans le Jodo Shinshu, le fait de se raser le crâne n'est obligatoire que lorsqu'on devient moine. Donc pendant le Tokudo, hein, la cérémonie Tokudo, on doit se raser le crâne juste avant. On doit avoir les cheveux rasés de près. Pour les hommes, en tout cas les femmes, c'est facultatif, mais pour les hommes, on n'a pas le choix. Eh bien, donc juste avant le Tokudo. Mais une fois que le Tokudo est passé, une fois qu'on a fait cette cérémonie qui fait officiellement de nous des moines Jodo Shinshu, eh bien, on n'est pas obligé de continuer à se raser le crâne. Et c'est notamment le cas hein, pour ces retraites hein, qu'on appelle Shuren. Eh bien, on peut garder nos cheveux, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Déjà aussi, peut-être pour rappeler un peu pourquoi j'ai fait cette retraite, hein, dans ma branche, hein, qui est la branche Shinshu Otanira, ma branche du Dodo Shinshu, hein, eh bien, lorsque donc on devient moine officiellement, j'ai dit il y a une cérémonie qui s'appelle Tokudo, qui est une cérémonie qui dure une demi-journée. On se rase le crâne avant et on reçoit notre nom bouddhiste. Il y a une cérémonie, voilà, on devient officiellement moine. Mais en réalité, on est moine ou bonze de niveau 1. Avec le Tokudo, en théorie, il y a plein de choses qu'on n'est pas censé avoir le droit de faire. On n'a pas le droit d'ouvrir un temple, il y a certaines cérémonies qu'on n'a pas le droit de faire. On n'est pas censé trop enseigner non plus. C'est un peu comme si avec le Tokudo, on avait ce grade de, d'une certaine façon, assistant, moine assistant bonze. Au Japon, Tokudo, en fait, les enfants peuvent le faire, par exemple. Ce qui est souvent le cas pour les enfants qui sont issus d'une famille qui tient un temple, et bien souvent, les parents vont demander aux enfants de passer ce Tokudo assez jeunes. Donc ils sont officiellement moines, mais en réalité, ils vont commencer à s'entraîner, à suivre eh bien, les rituels et tout ça avec leurs parents. Et ensuite, quand ils sont adultes, eh bien, là, il y a ce qu'on appelle le Shulen. Shulen, c'est 2 fois une semaine de retraite au Higashionganji, au temple mère. Et à l'issue de ces 2 fois une semaine, on obtient un grade qui est le grade de Kyoshi. Grâce à ce grade de Kyoshi, eh bien, on est vraiment officiellement entièrement ordonné. On peut avoir son temple, on peut enseigner. Voilà, on est vraiment ce qu'il appelle l'ordination complète, à l'opposition du Tokudo, hein, qui est vraiment un espèce de moine niveau 1. Donc là, j'ai fait la première semaine de Shuren. Et je devrais en faire une deuxième l'année prochaine. On est obligé normalement de faire la deuxième semaine dans les 3 ans. Si on ne fait pas la deuxième semaine dans les 3 ans, eh bien ça annule notre première semaine de Shulen. Donc ils ont bien insisté en disant surtout, 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 faites votre deuxième retraite dans les 3 ans. A priori, comme je disais, nous, ce sera l'année prochaine, possiblement en janvier. C'est pas super sûr, tout simplement parce qu'il doit y avoir des quotas pour pouvoir organiser cette retraite, parce que ça demande, vous allez le voir, ça demande beaucoup d'organisation. Et en fait, s'ils n'ont pas 15 personnes minimum, ils ne peuvent pas le faire. Et a priori, pour l'instant, pour la date de janvier qu'on avait fixée, nous, de notre côté, ils n'ont pas encore ce quota d'atteint. Donc voilà, les gens peuvent encore s'inscrire, donc on attend de voir. Mais voilà, on a bon espoir que ce sera quand même fin janvier 2026. Janvier 2026, pas 27, 26, l'année prochaine. Donc ce serait dans 4 mois en fait. On enchaîne, nous on est comme ça, on perd pas de temps. On perd pas de temps. Alors je vous montre. Et voilà la photo
du Shuren. Donc sur cette photo, hein, il y a globalement des participants. On était 40 participants cette fois-ci. Pourquoi est-ce que d'ailleurs on était super nombreux alors que je vous disais qu'en janvier on va avoir un peu de mal peut-être à récupérer les 15 personnes? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, à cette période-là, c'est une période qui est réservée en général aux étudiants. Voilà, c'est une période où ils n'ont pas cours et donc les étudiants qui sont dans des universités bouddhistes ou des cursus spécifiques Jodo Shinshu viennent au Shuren à peu près à cette période-là de début septembre. C'est pour ça que vous regardez, hein, parmi les participants, vous voyez bien que la plupart sont jeunes. Il y a quelques exceptions, il y a une personne un peu âgée ici, mais on va dire 80-90% des participants avaient entre 20 et 30 ans. Voilà, des jeunes. Et il y avait en plus, hein, bien sûr, Joe, Joe le bronze ici, et mon collègue Victor qui vient des États-Unis. La retraite, heu, je vous l'avais dit, hein, ça se passe au Japon, donc en fait, elle est toute en japonais. Donc même si moi, j'ai un petit niveau de japonais, honnêtement, ce serait clairement pas suffisant pour arriver à m'en sortir. Donc heureusement, pour nous aider, eh bien, cette fois-ci, nous avions Ryoko Osa et Tomoyuki Hasegawa, Hasegawa Sensei et Ryoko Sensei, enfin Osa Sensei, qui sont du coup 2 Japonais qui vivent aux États-Unis et qui sont venus exprès au Shuren pour eh bien, nous aider et pour tout nous traduire. En particulier, on avait ici Hasegawa Sensei, qu'on appelle dans le milieu la machine, qui était capable de traduire en live toutes les conférences, tout ce qui se passait. Il était capable de tout traduire en direct, il était incroyable. Donc il était toujours là pour nous aider. C'est Hasegawa Sensei. Donc voilà le petit groupe. Donc là, c'est tous les participants et en bas, eh bien, on a les différents professeurs qui sont ici. Notamment ici le professeur de chant qui était incroyable, hein. Je vais avoir l'occasion de vous reparler du professeur de chant, il était fou. Ici, on avait la personne un peu stricte qui était responsable de faire en sorte que tout se passe bien, que les gens arrivent à l'heure, que les cours commencent comme il faut, qu'ils se terminent comme il faut. Voilà, lui, il était pas là pour rigoler du tout. Voilà. Et on avait après différents staffs qui étaient là pour nous aider au fur et à mesure. Donc 40 participants. En fait, concrètement, les groupes de 40 participants a été répartis dans 6 chambres, on va dire, hein, 6 groupes différents. Voilà. Donc 40 divisé par 6. Et donc à chacun était attribué une grande chambre qui était en fait à la fois un dortoir et une salle d'études. Vous savez, hein, au Japon, les pièces à tatami, elles ont cet avantage de pouvoir être configurables à l'infini. Et donc, en fait, tout simplement, hein, le soir, on sortait les futons pour dormir dessus, hein, les lits japonais. Le matin, on les rangeait dans les placards et on sortait les tables, des petites tables basses, ce qui faisait office derrière de salle d'études. Et donc, dans cette salle, on était 5 mecs. Et on avait aussi 2 filles qui étaient dans un autre dortoir la journée, enfin la nuit, pardon, mais qui nous rejoignaient la journée pour étudier avec nous. Donc on faisait un groupe de 7, mais on était surtout 5 personnes à vivre dans ce dortoir-là. Il y avait du coup, bien entendu, Victor qui était hop avec moi, et on avait également, voilà, il y avait 7 personnes là. Il y avait lui aussi et lui. Voilà, en fait, les 1, 2, 3, 4, 5, c'était notre petit groupe ici. Voilà, c'était le petit groupe du dortoir. Vous voyez, c'était principalement des jeunes, hein, comme je vous le disais, hein, c'est globalement des jeunes qui étaient à la retraite avec nous, pour la plupart des universitaires. C'est le crew, exactement. Et donc, vraiment, hein, pendant une semaine, on va vivre avec ces personnes. Parce que, comme je vous le dis, hein, c'est à la fois un dortoir et une salle d'études. On va aussi, en général, avoir toutes nos activités qui sont. En tout cas, le groupe est toujours ensemble pour toutes les activités. Donc, c'est vraiment les personnes avec qui j'ai passé littéralement une semaine complète. Et il y avait une autre personne là-dedans qui était très importante pour nous, qui était cette personne qui est au-dessus, qui n'est en réalité pas un participant. C'est le révérend Kadoi. Le révérend Kadoi, d'ailleurs, c'est super pour ça. C'est un moine Jodo Shinshu, mais qui est marié à une américaine. Et donc, il parlait anglais plutôt très bien. Et lui, il était responsable de notre petit groupe. C'est-à-dire, il n'est pas un participant, mais il est là pour s'assurer que eh bien, tout se passe bien pour le groupe. C'était un peu notre sensei référent d'une certaine façon. Il ne donnait pas de cours en lui-même, mais il animait des groupes de discussion qui avaient lieu le soir. Et vraiment, il était là pour nous aiguiller toute la semaine, pour nous dire attention, là, il faudrait que vous soyez à tel endroit à telle heure. Faites bien attention à ça. Voilà, c'était notre référent. Voilà, notre référent, Kadoi Sensei. C'est ça. Je regarde Pauline qui disait le crew MDR, les 5, ils sont moins ensemble dans cette vie. Dans la précédente, ils étaient une team de Bosozoku. Ouais, un peu ça, un peu ça. Il y a un peu de cette idée-là, en effet.
Vraiment, c'est assez marrant, hein, cette idée de dire, voilà, c'est les personnes avec qui tu vas vraiment passer toute ta semaine. En général, j'allais aussi au bain avec eux, hein. Le soir, il y a un Sento, carrément, il y a un Sento qui était implémenté dans le temple. Et donc, j'avais la chance de pouvoir aller au Sento avec eux. Un Sento, c'est les bains japonais, hein, ces bains où on se lave d'abord et ensuite on va dans de l'eau très chaude et qui était carrément stylé, vraiment directement dans le temple. Donc, voilà, c'était assez sympathique. Bon, maintenant, ce que je voudrais vous montrer un peu, c'est à quoi ça ressemble une journée type de retraite. Parce que comme je vous dis, on est, oui, juste Stéphanie qui dit: «Tu plus flex tes tatouages que ma Yakuza». Oui, heureusement que c'était des jeunes, ils ont tous trouvé ça relativement cool. Ils m'ont posé pas mal de questions aussi et j'ai pu aller au Sento, hein, au bain japonais, malgré mes tatouages parce que bon, là, on est tous dans le temple, hein, il y a pas de touristes ou je sais pas quoi. On est tous ensemble, voilà. Donc il y a pas de discrimination par rapport à ça. J'ai eu aucun problème avec le fait d'avoir des tatouages et de pouvoir aller me baigner avec les autres. Mais ça a suscité pas mal d'interrogations, de discussions. C'était quand même, toujours assez sympa. Voilà. Et donc, comme je disais, ouais, je voudrais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le planning de la retraite, parce que voilà, ce que je disais au début, c'est que on est très très loin de ce que certaines personnes s'imaginent dans une retraite bouddhiste, où ça va être tout calme, on va passer beaucoup de temps à réfléchir sur soi, à méditer, etc. Là, je disais, c'est pas du tout ce qui se passe. Là, eh bien, il y a un planning extrêmement précis, assez chargé, et en réalité, hein, on est actif de globalement 6h25 du matin jusqu'à 21h. Et là, pendant ce temps-là, il y a très peu de pauses. Donc, vous allez voir, c'est un planning, il faut un petit peu s'accrocher. Surtout qu'au début, eh bien, quand on débarque, surtout nous qui ne sommes pas japonais, eh bien, tout est nouveau. On est obligé d'apprendre, eh bien, comment, bien attacher nos différentes robes parce que vous allez voir, on a différentes robes qu'on utilise. On a, des kessa qu'on doit attacher. Il y a plein de trucs qu'on doit apprendre à faire. On ne sait pas plier nos vêtements, on ne sait pas attacher nos vêtements. On n'est pas habitué aussi à la façon dont les Japonais fonctionnent au quotidien. Donc il y a énormément un gros choc culturel qui arrive au début, qui va être assez difficile, pour moi en tout cas, qui a été assez difficile à dépasser. Mais une fois que ça a commencé à être dépassé vers tout près le 3e jour, je commençais à aller mieux. Mais le premier jour en particulier, hein, ça a été vraiment j'ai eu l'impression d'être une voiture lancée à pleine vitesse qui se prend un mur, quoi. J'étais genre: «Waouh, ça va beaucoup trop vite pour moi, j'ai pas le temps d'intégrer tout ce qui se passe». C'est compliqué, c'est assez compliqué et ouais, le 6h25, donc voilà, en gros, je vous montre à quoi ressemble. Je vais vous prendre une journée type, vraiment type le jour 5 ou le jour 3, c'est à peu près vraiment les jours les plus classiques. Un exemple du jour 5, hein. Donc on se lève à 6h du matin. En réalité, si on pouvait, il faudrait essayer de se lever plus tôt, mais petit problème, c'est que je le savais en plus, mais j'y ai pas pensé à l'avance. On n'a pas le droit à nos téléphones. Quand je dis qu'on n'a pas le droit à nos téléphones, c'est que littéralement, ils nous prennent nos téléphones et ils les mettent dans un sac le premier jour et ils nous les rendent le dernier jour. Donc on n'a pas nos téléphones. Et moi, je me suis pas dit, j'aurais pu être un petit peu malin, je me suis pas dit, ah mais si j'ai pas de téléphone, je peux pas mettre d'alarme. Non, non, non. Donc, pas vraiment possible de se réveiller avant, mais en réalité, si c'était possible, il aurait fallu pouvoir se réveiller un petit peu avant 6h, parce que vous allez voir qu'en fait, ce qu'on doit faire entre 6h et techniquement 6h35 est assez chaud. Alors, je m'explique. Là, on nous dit juste ici, wake up et clean up de 6h jusqu'à 6h40. Déjà, il faut comprendre un truc. C'est qu'ils ont une règle des 5 minutes pendant toute la retraite. Si quelque chose commence à 6h40, ça veut dire que tu dois y être à 6h35. Mais ça veut dire que si tu arrives à 6h35, tu es en retard. Donc tu dois y être pour 6h30 idéalement. Et c'est comme ça pour absolument tous les cours. Si tu arrives 5 minutes avant que le cours débute, tu es déjà globalement en retard. Donc si tu veux pas te faire engueuler, tu vas plutôt taper sur 10 minutes à l'avance. Donc, on se réveille à 6h et on a jusqu'à 6h30 avant de devoir être à la première activité. Entre 6h et 6h30, on doit se lever, vaguement émerger, ranger nos futons, se brosser les dents, se raser et faire du ménage. C'est très très short en une demi-heure quand t'es pas réveillé. Le ménage pouvant aller de nettoyons les toilettes jusqu'à passons l'aspirateur dans la chambre ou allons frotter le sol des communs voilà, devant toutes les chambres. Et on est censé arriver à caler ça dans la demi-heure. Donc c'est pour ça qu'en réalité, si c'était possible, et on le fera, moi je le ferai la prochaine retraite, hein, je prendrai une vieille montre à l'ancienne, là, les petites montres analogiques, là, juste pour pouvoir avoir un réveil et juste me réveiller genre 10 minutes avant pour pouvoir avoir le temps d'émerger. Parce que vraiment, sinon, c'est juste, tu te lèves, tu cours,
Et puis bien sûr, pendant ce temps-là, tu dois aussi mettre tes différentes robes. Parce que bien sûr, tu dois donc, comme je disais, te lever, ranger ton futon, te brosser les dents, te raser, faire le ménage, vaguement aller aux toilettes si tu as besoin, et probablement tu en as besoin, et mettre tes robes. Tout ça en une demi-heure. Donc ça va très très vite, tu n'as clairement pas le temps de niaiser le matin, ça envoie. Evan qui est la mauvaise élève en moi est outré. Ah ouais, non, ah oui, les 10 minutes, c'est dingue, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc, une fois que tu as réussi vaguement à faire tout ça et que tu t'es speedé le matin, eh bien, tu as le service du matin. Le service du matin, c'était pour moi un des meilleurs moments de chaque jour, en fait, parce qu'on le faisait chaque jour. Le service du matin, eh bien, tout simplement, déjà, on arrive à donc 6h30, hein, pas 6h40 bien sûr, 6h30 dans une grande salle qui est une salle à tatami avec avec un Bouddha, enfin un parchemin du Bouddha Amida, et on va faire le point sur la cérémonie du matin. En fait, tous les matins, hein, Higashi Onganji, dans le temple, eh bien, il y a une cérémonie hein, qui est organisée voilà, systématiquement à 7h. Et donc, à chaque cérémonie, eh bien, on va lire certains poèmes de Shinran. Donc, on avait toujours un petit débrief avant, enfin plutôt une préparation avant, pour savoir quel poème on allait lire, le lire une fois ensemble avant, voilà, qu'on ne soit pas perdu quand on arrive derrière dans le temple mère. Donc, on a cette petite réunion à 6h, qui commence à 6h40, donc on était là à 6h30. Et ensuite, donc, on va sortir de notre lieu de retraite, qui est un bâtiment un peu moderne, qui est juste derrière le temple mère, hein, toujours dans l'enceinte du temple mère, mais c'est juste derrière le temple mère. Et en fait, on a une passerelle qui nous permet d'accéder directement à l'intérieur du Higashi Onganji, donc un des plus grands temples de Kyoto, hein, le temple mère de ma branche. Et donc là, la cérémonie du matin va pouvoir commencer à 7h du matin. C'est une cérémonie qui est toujours organisée en 2 parties. Elle commence dans le hall d'Amida, avec une belle statue du Bouddha Amida, où eh bien, les officiants vont réciter très très rapidement le Sutra d'Amida, un des sutras qu'on a étudié ensemble, le petit Sutra d'Amida. Ils le chantent tellement vite que c'est impossible à suivre pour nous, hein. On ne nous demande pas de le suivre, là on écoute juste. Ils le font en moins de 5 minutes, sachant que moi quand je le chante, il me faut un quart d'heure à 20 minutes, hein. Ils vont très très vite. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va passer dans le hall d'à côté qui est le hall de Shinran, et là on va chanter le Shoshinge, un poème de Shinran, et un certain nombre de wasan. Je vous montre d'ailleurs ça. On avait toujours avec nous notre petit livre rituel que, eh bien, en Japon, hein, on peut ranger les livres dans les manches des kimonos parce qu'on n'a pas de poche hein, dans nos vêtements, donc on les rangeait toujours dans nos manches de kimono. Et donc, on avait ici notre petit livre avec voilà, les différentes parties, les différents wasan à chanter. Et donc, il y a un certain nombre de... Tout ça, ce sont des poèmes de Shinran. Et donc, chaque jour, ça change. C'est pour ça qu'on avait un petit débrief avant pour dire aujourd'hui, on va faire le poème qui est par exemple à la page, je sais pas, 125 par exemple. Donc, voilà, gardez bien en tête que c'est page 125 pour pas être perdu. Ça se présente sous cette forme-là. Ce qui était d'ailleurs un petit peu galère pour mon collègue Victor qui lui ne parle pas japonais et ne lit pas non plus le japonais. Donc ce que je faisais les premiers soirs, et après on été pris qu'on a zappé, mais les premiers soirs en fait je demandais à l'avance quel poème on allait faire et je lui écrivais sur son petit livre ce qu'on appelle les romaji, c'est-à-dire la lecture en écriture habituelle qu'on a chez nous, en écriture romane, pour qu'il soit capable de le lire parce qu'il lit pas les kanas. Donc, voilà. Moi, je le pouvais le faire comme ça directement parce qu'on a ce qu'on appelle les furigana. À côté de chaque kanji, on a sa lecture en hiragana, en syllabaire japonais. Mais voilà, mon collègue Victor ne pouvait pas le lire, donc je le faisais le soir pour lui avant d'aller me coucher quand on y pensait, et, pour qu'il puisse suivre le lendemain. Voilà. Très beau petit livre de rituel qu'on a dû acheter sur place. Voilà. Très beau petit livre. Donc, service du matin, qui, donc, suite au Shoshinge, on a la lecture d'une lettre de Renyo, hein, qui est un des seconds fondateurs du Jodo Shinshu, un des descendants de Shinran. Et derrière, on avait un petit talk. Voilà, une personne qui venait, un conférencier, hein, qui venait donner un talk d'une vingtaine de minutes. Où là, nous, on avait une traduction, hein, c'était bien, bien foutu. On avait Hasegawa Sensei qui avait un micro, et nous, on avait une oreillette. Et donc, comme ça, on pouvait entendre eh bien, la traduction au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce qui se passe le tout début, le matin. Ensuite, on a le petit-déj.
Petit-déj, à la japonaise, hein, bien sûr. Nous, on avait demandé alors, faut savoir, hein, que dans le temple, ce qui était assez fou pour moi, hein, mais la nourriture n'est pas de base végétarienne. Voilà, parce que dans le Jodo Shinshu, il y a pas d'obligation à suivre les préceptes. Et moi, j'étais un peu outré. Donc en fait, Victor et moi, les 2, on a demandé à avoir un repas végétarien des repas végétariens, enfin véganes même d'ailleurs, on a demandé des repas véganes les 2. Donc on avait à chaque fois notre petit plateau pour nous, version végane pour qu'on puisse manger, tranquillement. Voilà, donc c'était le matin. Le breakfast. Et le petit-déj, alors faut savoir aussi, hein, il y a une journée pour chaque groupe qui était particulièrement éprouvante. C'est la journée où bien chaque groupe, parce que vous voyez, il y avait 6 jours complets et on était 6 groupes. Il y a une journée où chaque groupe était, un des groupes était responsable de mettre la table et de débarrasser. Et ce jour-là, c'était vraiment, vraiment speedrun, parce que ça veut dire que sur les 3 repas, dès qu'on a fini l'activité juste avant, on doit filer au réfectoire pour aller tout installer. Moi, mon rôle, c'était de verser la soupe miso dans les 40 bols et ensuite d'aider à débarrasser. Et ce qui fait que le peu de temps de pause qu'on pouvait avoir entre l'activité d'avant et le moment du repas, moment où on pouvait par exemple aller aux toilettes, etc. Bah, du coup, le jour où on était responsable de mettre la table et de débarrasser, bah, on l'avait quasiment pas. Donc il fallait vraiment, vraiment s'accrocher sur ce jour-là. Ça limitait encore le peu de temps de pause. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on avait ce qu'on appelle lecture ici, hein, c'est une conférence. On en avait tous les matins. Et cette conférence durait en général 1 heure. Donc là, pareil, nous, on avait la chance d'avoir la traduction en direct par Hasegawa Sensei. Et il faut savoir que les Japonais ont une façon de suivre les lectures, surtout dans le cadre d'une retraite bouddhiste, qui est assez particulière. En fait, il y a une grosse partie de la lecture qui va être, de la conférence, qui va être directement dictée aux participants. Donc il y a des moments où le conférencier parle comme ça, hein, comme il vous parle, donc là les gens prennent juste un peu des notes vite fait, mais après il va vous dire: «OK, maintenant vous allez écrire ce que je dis». Et là, les participants sont censés écrire mot pour mot ce que le conférencier va dicter. Alors c'est un peu bizarre comme façon de faire, hein, c'est vraiment on vous dicte les choses et voilà, vous êtes censé le noter très scrupuleusement. Et une fois qu'on a fait justement, hein, cette conférence, eh bien, normalement, il y avait une période de ce qu'ils appellent self-study, en fait, où c'est simplement un moment où on va revoir ses propres notes pour s'assurer qu'on a bien tout suivi. Et ensuite, il y avait une session où là, nous, on était séparés des autres pratiquants, enfin des autres participants. Les autres participants de notre groupe retournaient dans notre chambre et là, ils allaient tout simplement comparer leurs notes. Ils allaient comparer leurs notes pour s'assurer qu'ils ont bien tout noté ce que le conférencier avait lu, enfin en tout cas avait dicté pendant sa conférence. Alors bien sûr, nous, avec le côté en plus traduction en temps réel qui était des fois un peu compliqué, etc., nous on ne faisait pas ça, mais vraiment les autres participants, ils passaient 1 heure à revoir toutes leurs notes, s'assurer qu'ils avaient bien tout pris en compte. Alors que nous, en réalité, on utilisait ce temps-là, et bien tout simplement pour faire un débrief avec donc il y avait Victor avec moi et nos 2 sensei, qui venaient des États-Unis, Ryoko et puis, enfin Osa Sensei et Hasegawa Sensei. Et nous, on faisait simplement un débrief sur la lecture, enfin sur la conférence qu'on avait reçue. Donc on discutait ensemble, voilà, qu'est-ce qu'on en avait retiré? Est-ce qu'il y avait des points qui étaient pas clairs? Notamment, bah, de par le fait qu'on avait une traduction en direct, mais qui pouvait avoir bien sûr ses propres défauts. C'est un exercice qui est très difficile à faire. Il est arrivé plusieurs fois qu'on demande carrément au conférencier de revenir dans la salle. Nous, on restait dans la salle de classe à ce moment-là. On demandait au conférencier de revenir et du coup, Hasegawa Sensei pouvait lui poser des questions pour essayer de clarifier les points qui étaient un petit peu obscurs, qui étaient restés obscurs dans le cadre de la traduction. Donc voilà, ça c'était, la partie études. Et Dagde qui dit: «Ça rappelle l'ambiance des retraites zen en termes de rythme». Ouais, ça rigole pas, hein, c'est vraiment, c'est très, très, très carré. Donc suite à ça, on avait le repas du midi. Et ensuite, l'après-midi était globalement dédié au chant, donc à l'apprentissage des rituels et au ménage. Voilà, globalement, c'était à peu près ça. Donc on avait en général 2 bonnes heures d'études de rituels. Donc c'était souvent des rituels, donc on va étudier le chant notamment, hein, donc améliorer la façon donc de chanter les différents poèmes de Shinran. Mais on va aussi, eh bien, étudier comment bien plier nos robes de moine, par exemple. Comment bien nouer les différents éléments. Parce que là, vous me voyez ici avec une tenue qui est assez simple, vraiment qui est un peu la tenue basique. Et encore, moi, je la porte à l'occidental, mais c'est ce qu'on appelle ici le kan-e avec ce qu'on appelle le wagesa, ce qui est là au-dessus. Kan-e, c'est une robe qui est très simple à plier, qui n'a pas d'aspect très complexe. Et wagesa, c'est juste ici, hein, tout simplement, du tissu, hein, qui est mis comme ça en boucle.
Ça, c'est la tenue la moins formelle. Mais eh bien, dans le temple, on ne pouvait déjà pas porter cette tenue comme ça. On était déjà obligé de porter un t-shirt, un petit pantalon léger, une première robe blanche, une deuxième robe blanche, le canet et le wagessa. Ce qui fait qu'on avait toujours un certain nombre de couches de vêtements les unes sur les autres qu'on était obligé de porter. Et en fait, cette base qui est donc t-shirt, première robe blanche, deuxième robe blanche, ça c'est vraiment la base, un peu les sous-vêtements qu'on était obligé de porter quasiment tout le temps, sauf quand on faisait le ménage et quand on allait faire dodo. Donc on était obligé de le porter comme ça. Et ensuite, donc, ce qui changeait, c'était ce qu'on mettait par-dessus. Donc soit Kan et ce que j'ai maintenant et Wagesa, soit la version plus formelle qui nous faisait tous très très peur, qui est ce qu'on appelle le Jikitotsu et Sumigesa. Jikitotsu et Sumigesa, c'est ce que je porte sur la photo ici. Voilà, sur cette photo-là, je porte Jikitotsu et Sumigesa. D'ailleurs, on le voit un peu mieux là, sur par exemple, la personne ici, un des professeurs devant. Sumigesa, c'est donc pas cette espèce de bande qu'on a ici, mais c'est bien un kesa qui est assez grand, qui couvre tout l'avant du corps et l'arrière on va dire l'arrière du torse. Enfin, l'arrière du dos, pardon, le dos et puis le torse, et qui est donc de couleur noire et qui s'attache avec des nœuds un peu particuliers, ici, un espèce de nœud en papillon. Et le Jikitotsu, Jikitotsu, c'est une robe qui pourrait ressembler d'apparence comme ça au kane que je porte maintenant, mais qui en réalité beaucoup plus complexe, avec notamment plein de plis différents au niveau du bas de la tenue, auquel il faut faire extrêmement attention quand on s'assoit, mais surtout quand on le plie. Donc il y a une façon de plier qui est extrêmement complexe, qui prend beaucoup de temps. Il y a certaines zones du Jikitotsu où on a par exemple 6 plis qui sont accumulés les uns sur les autres comme un millefeuille de robe. Donc il faut faire très attention à comment on le plie pour ne pas créer de faux plis, etc. Donc voilà, on avait du coup cette façon d'alterner les différentes robes. Et du coup, on devait apprendre comment à bien les plier, comment bien les porter. Voilà, donc on devait toujours faire attention à ça. Et d'ailleurs, il y avait une règle qui était assez sympa dans le temple qui était, eh bien, si vous voyez un de vos amis, enfin un des autres participants, qui pour une raison ou une autre a une partie de son vêtement qui est mal mis, parce que ça arrive à force qu'on bouge, eh bien, vous devez lui faire signe pour qu'il puisse eh bien, se remettre bien. Donc on devait toujours, par exemple, essayer de s'assurer, bon là on ne le voit pas bien sur les photos, mais normalement que eh bien, les deux éléments de la robe blanche, je vous le montre sur la photo là, les deux éléments, normalement, en fait, il y a les... Hop, peut-être, non, ça ne voit pas des masses, mais normalement, en fait, ça fait donc deux cols blancs en V et par-dessus la robe noire. Donc on devait s'assurer toujours qu'il y avait bien les deux cols qui étaient visibles, deux cols blancs levés, s'assurer aussi que bien notre Sumigesa était mis correctement, que notre Wagesa était mis correctement. Donc voilà, on devait s'assurer entre nous, vérifier que eh bien c'était OK pour absolument tout le monde et pas hésiter à dire à quelqu'un si bien quelque chose était mal mis dans son vêtement, quoi. C'est ça. Ah, Eponine qui dit: «Dans ma branche, les laïcs portent, une robe qui ressemble beaucoup à la robe simple noire que je porte pendant les cérémonies. Et ceux qui prennent les 5 préceptes ont un kessa marron en plus et je suis terrifié à l'idée de devoir apprendre à le plier», c'est ça. Mais encore le kessa, c'est pas si compliqué, mais ouais, en fait, de toute façon, c'est ça, en fait, les robes en elles-mêmes, surtout celles avec plein de plis, c'est vraiment, vraiment, vraiment galère. Moi, c'était mon angoisse et surtout, en fait, au début, ce qui était très compliqué, c'est que, eh bien, et surtout le premier jour, on a dû plusieurs fois changer de robe entre Jikitotsu, Kan et Sumigesa, etc. Sauf qu'en fait, je ne savais pas les plier et je ne savais pas les attacher. Donc c'était tout le monde était obligé. Il y avait des gens qui étaient obligés de venir m'aider à les attacher. Du coup, je me sentais tout pourri, tout nul, et puis ça allait très vite. Et du coup, c'était un peu galère. Et donc, il a fallu un peu de temps pour qu'on apprenne. Voilà, comment est-ce qu'on noue tout ça, comment est-ce qu'on les porte correctement et comment on les attache, etc. Enfin, c'est très précis. Il faut faire bien attention, quoi. Oui, et Dagda qui dit dans le zen, le kessa, en plus, il faut déjà le coudre toi-même. Ça, dans là, nous, il nous le donnait tel quel. C'était quand même assez, voilà, assez pratique. Il nous le donne. En fait, le sumi-kessa, ce kessa noir, tu le reçois au moment du tokudo, au moment de la cérémonie où tu deviens moine officiellement, où tu te rases le crâne, il te le donne. Voilà, tu en as à ce moment-là. Donc, il faut bien le garder. Par contre, tu peux le racheter, bien sûr, hein. Mais il faut bien le garder parce que moi, je pensais pas que j'en aurais besoin après. Mais si, j'en avais besoin pour le Shulen. J'en avais vraiment besoin. Donc on va étudier ensemble, du coup, le chant, le protocole, comment bien s'habiller, comment bien porter les vêtements, comment se comporter devant aussi un Butsudan. Un Aibutsu, un endroit donc où il y a les statues de Bouddha ou des parchemins de Bouddha, comment on se comporte par rapport à ça, hein. Ils nous ont notamment expliqué que, eh bien, chaque fois qu'on passe dans une pièce,
devant une pièce dans laquelle, eh bien, il y a ce qu'on appelle un Naibutsu, hein, donc cet autel avec les Bouddhas dedans. On doit toujours s'incliner au moment où on passe devant la pièce. On n'est pas obligé de s'arrêter devant, joindre les mains, mais au moins s'incliner quand on passe juste devant. Et quand on rentre dans une pièce avec, eh bien, un Naibutsu, on salue quand on rentre. Et ensuite, on se met en Seiza, on joint les mains, on récite le Nembutsu, on pose les mains et on s'incline. Et ça, on le fait à chaque fois qu'on rentre dans une pièce où il y a un Naibutsu. Sachant que, eh bien, il y en avait dans la plupart des pièces, sauf notre propre chambre. Il y en avait dans les pièces de rituel, des pièces de chant. Il y en avait dans la salle de classe, qui était pourtant une salle de classe standard avec des petits bureaux comme toutes les salles de classe. Mais elle avait un Naibutsu au fond. Donc pareil, quand on rentre, hein, du coup, on devait faire bien attention à saluer. Et donc, en rentrant, on s'assied sur notre chaise de classe, hein, et puis vraiment notre petite chaise, et puis voilà. Namo Amida Butsu. Et après, on s'incline. Donc, tous ces genres de choses, hein, c'est tous les petits détails, les petits éléments qu'on a appris au fur et à mesure. Donc, voilà, on faisait donc la partie, ce qu'on appelle shomyo, hein, donc la partie chant, rituel, etc. Et ensuite, on avait un passage moi que j'aimais beaucoup, qui est ce qu'ils appellent le cleaning duties. Hein, c'est le moment où on va aller faire un petit peu de ménage. Ce qui est un moment assez agréable parce qu'en fait, pendant la semaine complète, on ne sort quasiment pas. En fait, on est dans le centre de retraite, hein, comme je disais, qui est un bâtiment assez moderne. On reste dedans. Et au final, les seuls moments où on va avoir l'occasion de sortir, c'est le passage où on va aller le matin pour le service du matin dans le temple mère lui-même. On va juste marcher un petit peu. Et eh bien, le moment où on va aller nettoyer. Parce qu'en fait, ces passages où on va nettoyer, on va aller se rendre à nouveau par la même passerelle dans le temple mère, le Higashi-Onganji, qui est visitable par tout le monde, hein, qui est vraiment accessible quotidiennement. Et on va aller frotter un petit peu le temple. Et ça, c'est vrai que c'est sympa parce qu'on ne nous demande pas d'être voilà, ultra, ultra rigoureux, etc. C'est juste prendre le temps de nettoyer le temple, de montrer son respect au temple. Et bien sûr, quand on fait ça, on ne porte pas les fameuses doubles robes blanches, les fameux Kan-e ou Jikitotsu. On a en fait une robe spéciale qui est la même chose qu'on a dans le zen, un Dagdek doit connaître, qu'on appelle un samu-e, qui est donc un vêtement spécial. C'est un kimono à manches, notamment des manches qui s'attachent ici, qui sont attachées au poignet, un petit kimono, qui est fait exprès pour le ménage. Donc on va aller mettre notre samu-e, on va prendre un petit torchon et on va aller frotter le temple. Voilà. Et moi, typiquement, le premier jour, j'ai voulu je m'étais dit, ah, on devait nettoyer vraiment une grande partie du temple, parce que là, le temple de le Higashi-Onganji, hein, je vous montre juste une photo pour ceux qui ne connaissent pas, mais juste que vous voyez de quoi on parle. Alors, on ne devait pas tout nettoyer le temple à chaque fois, hein, on nettoyait juste à chaque fois un petit bout. Chaque groupe avait en plus une partie qui lui était assignée. Euh, Voilà, attendez, hop. Voilà, le Higashi-Onganji, hein, c'est un temple qui est énorme. Il est très, très, très grand. C'est un des plus grands temples de Kyoto. Et voilà. Et donc, on allait en général à nous attribuer. Par exemple, là, il y a un moment où on nous a dit, bah voilà, vous êtes responsable de nettoyer les marches. Voilà. Donc moi, je me mettais là avec mon petit torchon là, hop, et puis eh ben, je commençais à frotter. Voilà, pop, 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 tranquillou, tranquillou. Sauf que le premier jour, j'ai voulu faire exactement ce que dit Éponine, qui dit comme dans les mangas quand il nettoie le sol en courant. Je me suis dit, parce qu'on devait nettoyer le haut là, le haut qui est une partie tout en bois là, je me suis dit, je vais faire exactement comme dit Éponine. Je vais prendre mon torchon, me foutre à quatre pattes, et je vais faire yo, et puis je vais courir comme ça, comme un fou le long du temple en frottant. Sauf que moi, il y a un petit détail assez intéressant que j'avais oublié, c'est qu'il faisait 37 degrés, avec 70% d'humidité. Il fallait pas faire ça. Pas une bonne idée. Si tu veux pas finir complètement en sueur, sachant que tu peux pas te doucher avant tard le soir. Donc j'ai fait ça pendant 5 minutes, j'étais trop heureux à vivre ma fantaisie de moine qui frotte le sol là. Et après je me suis arrêté, je commençais à dégouliner de partout. Et puis là, notre référent Kadoi Sensei, il me dit, va, venez, on va aller un petit coup ranger votre lavette dans votre vêtement. D'ailleurs, on avait aussi toujours le nenju, hein, qu'on gardait notre chapelet. Même quand on nettoie, on avait notre nenju dans la poche. Et sortez votre nenju, rangez votre lavette et rangez votre petit torchon. Et on va aller dans le temple à l'intérieur. Je vais vous expliquer des trucs. Et moi, je l'écoutais parler et j'étais comme ça. Je transpirais de partout, j'en ressemblais à rien. Et là, je me suis dit, ok,
J'ai retenu la leçon. Les prochains jours, quand on fera le nettoyage, je m'installerai et je frotterai tranquillement, sérieusement mais tranquillement, et j'arrêterai de courir comme un taré. C'est pas fait pour être fait quand il y a 37 degrés à l'ombre et 70% d'humidité. Ça n'était pas une excellente idée. Donc je ne l'ai plus fait après, j'y suis allé beaucoup plus calme. Voilà, donc on nettoie un petit peu et une fois qu'on a fini d'étudier, on a une partie où on va se retrouver dans notre, chambre avec donc les, différents membres de notre groupe, donc chambre transformée en salle d'études à ce moment-là avec les petites tables et notre sensei référent et on va discuter du contenu de la conférence qu'on a étudiée. Cette fois-ci, c'est vraiment une question de discussion. C'est pas une question de, comme je disais avant, où ils revoient leurs notes pour s'assurer qu'ils ont bien tout écrit et cetera. Non, là, vraiment, on va discuter du contenu. On va discuter ça jusqu'à à peu près 5 heures environ. Ensuite, il y a le service du soir, qui était pareil, un de mes moments préférés. Le service du soir, on se réunissait tous dans une grande salle. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi elle ressemble, parce que j'ai une photo qui a été prise à la fin de la retraite dans cette fameuse salle où on faisait le service du soir. Voilà, ça ressemble à ça, cette pièce, hein, donc une pièce à tatami, avec un très beau parchemin du Bouddha Amida. Et donc, on se réunissait tous ensemble, les 40 participants, plus les différents sensei, pour le service du soir. Donc, on était pareil, organisé par groupe. Et pour ce service du soir, en fait, chaque jour, certaines personnes avaient une tâche qui leur était attribuée. C'est-à-dire, soit ils étaient leaders d'une partie du chant, parce qu'on va bien sûr chanter le Shoshinge, chanter les poèmes de Shinran. Donc, soit on était leader d'une partie du chant, soit on était aussi responsable de taper ici hein, sur le bol au bon moment, le bol qui est derrière le sensei ici. Donc voilà, hein, on savait tous que chaque participant, à un moment, allait devoir passer en tant que leader. Voilà. Donc moi, j'ai eu la chance de le faire aussi une fois à un moment, ce qui est un petit peu stressant parce qu'il y a beaucoup de monde à ce moment-là. Donc on se réunit, hein, les 40 participants, tous les sensei, et donc on va pouvoir chanter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une puissance à ce moment-là, parce que la salle n'est pas énorme, c'est pas une énorme salle. Et là, on faut imaginer, on est 40 dedans, donc vraiment, c'est à peu près la capacité maximale de la salle. On pourrait pas être beaucoup plus que ça. Et on va tous ensemble chanter fortement le Shoshinge, les Wasan de Shinran, le Nembutsu. Et donc, il y a vraiment une énergie qui ressort de ce moment-là qui est vraiment incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment, ouais, ça résonne. On a toutes nos voix qui se mélangent. Enfin, c'est extrêmement puissant comme expérience. Donc, on va faire ce service du soir. Et une fois qu'on a terminé ce service du soir, eh bien, il va y avoir le sensei, que je vous disais, celui qui est responsable de que tout se passe bien, qui va faire un petit bilan rapidement de ce qui s'est passé dans la journée ou s'il a des infos importantes à nous communiquer. Et ensuite, il y a un moment un petit peu particulier où eh bien, il va installer un bureau vers l'arrière, là, un petit bureau derrière le monsieur ici. Il va mettre un bureau. Et à ce moment-là, eh bien, il va inviter des personnes parmi les participants à parler. Il nous laisse 3 minutes. Et chaque personne, pendant toute la durée de la retraite, les 40 participants vont y passer une fois. Donc on se lève, on va devant le bureau et on parle. On parle de ce qu'on veut. C'est juste on doit le faire dans les 3 minutes. Ça peut être parler de notre expérience, ça peut être parler de notre vécu, ça peut être parler de la retraite. Mais voilà, c'est l'occasion de partager quelque chose avec chacun des participants de voilà, la retraite. Et pour la blague, pour la petite anecdote, et je ne sais toujours pas exactement pourquoi. Je vous avais parlé, hein, donc la personne qui est responsable vraiment de s'assurer que tout se passe bien dans la retraite, hein, c'est lui. Lui, il est un petit peu, en japonais, on dit un peu kibishi. Il est un petit peu sévère, un petit peu strict. Il n'est pas là pour rigoler. C'est celui qui est là pour taper du poing sur la table s'il y a des conneries. Par exemple, au début, il y avait des élèves qui avaient du mal à respecter la fameuse règle des 5 minutes, qui sont en réalité la règle des 10 minutes, arrivait toujours 5 minutes en avance, donc techniquement 10 minutes en avance. Donc on voyait que dès qu'il restait moins de 5 minutes avant le début du cours, il commençait à se tendre un peu. Et après, il clashait ceux qui arrivaient en retard. Donc lui, c'était vraiment son boulot, là, de s'assurer que tout se passe bien au niveau du planning, que tout le monde suit bien les règles et tout. J'ai fait pleurer cet homme, et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je suis le seul à l'avoir fait pleurer, a priori, et je ne sais pas pourquoi. Il y a un des soirs, à la cérémonie du soir, j'ai été invité à parler. Donc j'ai juste parlé du fait que, en plus j'étais assez fatigué sur le moment, j'ai commencé à parler simplement du fait que, bah oui, j'étais très heureux de la façon dont se passait la retraite, que c'était très intense pour moi, mais que j'étais
bah, heureux d'être, soutenu par tous les autres participants, que ce soit de mon propre groupe, que ce soit les sensei autour, que tout le monde était gentil avec moi, que tout le monde essayait de m'intégrer, ce qui était tout à fait vrai, hein. Vraiment, j'ai eu beaucoup de soutien de tout le monde et je sais pas, dans ce talk, il y a quelque chose qui a touché une corde sensible chez cet homme un peu austère et ça l'a fait pleurer. Mais quand je dis pleurer, il pleurait vraiment fortement, bruyamment. Et au début, moi, j'ai pas compris, donc je fais mon petit talk et tout. Je dis: «Oui, bon, bah, voilà, je raconte ma vie». Je vais me rasseoir et là, normalement, une fois que j'étais rassis, lui, il devait prendre son micro, le sensei et puis dire: «Bon, bah, maintenant, je sais pas, groupe 3, monsieur Fuji, c'est à toi de parler, quoi». Et là, grand silence. Je me retourne vers lui et là, je le vois, il était je fais: «Mais qu'est-ce qu'il a? Il a un problème?» Moi, j'avais pas compris sur le coup et il a fallu que quelqu'un m'explique. Il y a un de mes potes qui était un des autres participants qui m'a expliqué le soir quand on était au bain. Il fait: «Mais tu fait pleurer le sensei?» Je fais: «Mais qu'est-ce que» je lui dis: «Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je comprends même pas pourquoi il qu'est-ce que j'ai raconté?» Voilà, je ne sais pas. Je pense que c'était l'esprit qui était trop shonen, le côté, on s'entraide tous dans la galère et tout et ça a dû toucher une petite corde sensible chez lui. Ouais, peut-être émouvant de voir un Français super loin de chez lui pour frotter le sol du temple. Je pense qu'il y avait quelque chose là-dedans, ouais, le côté loin de chez soi, un peu perdu, mais qu'on essaye quand même de s'en sortir. Mais oui, voilà. C'était assez drôle. En tout cas, c'était la petite anecdote. Mon talk, qui me semblait pour moi être assez banal, a touché une corde sensible chez cet homme, hein. Et c'est le seul apparemment, hein, c'est le seul que ça a touché. Les autres, ils étaient tous en mode oui, bon, d'accord. Mais lui, pas. Voilà, c'était la petite anecdote marrante. Donc voilà, ça c'était le service du soir, hein, vraiment comme disait Éponine, un égrégore qui doit être balèze à ça. Il y a vraiment il y a une puissance qui était assez incroyable. Et ensuite, eh bien, on terminait par donc le repas du soir et enfin une longue session de discussion, globalement de 7h20 jusqu'à 9h, où là, pareil, on refaisait le point un peu sur la retraite en elle-même. Donc, on retournait à nouveau à ce moment-là dans notre chambre transformée en salle d'études avec notre sensei référent. On était donc les 7 participants, donc 5 mecs, les 2 filles qui devaient se joindre à nous à ces moments-là en plus, le sensei référent et Hasegawa Sensei et Osa Sensei qui étaient là pour nous aider à traduire. Et là, donc pendant 2 heures, on va discuter. Ça peut être vraiment discuter de points qui nous ont posé problème dans la lecture, dans la conférence, hein. Moi, il y a des fois des moments où j'étais pas toujours très d'accord, où j'aurais besoin de précision. Mais ça peut être aussi tout simplement discuter de notre vécu entre nous, de problématiques qu'on a. Problématiques qui pouvaient être d'ailleurs très différentes suivant les participants. Il faut voir que le cas de figure que Victor et moi avons, où on est des convertis, des personnes qui voilà, n'étions pas bouddhistes de base, qui nous sommes intéressés au bouddhisme et qui ensuite avons voulu devenir moines, c'est assez rare. En fait, la plupart des participants qu'on avait ici, surtout les jeunes, ce sont des fils et filles de temple qui sont amenés à reprendre le temple familial derrière. Donc, ils ont des problématiques qui sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Ils ont aussi des fois des doutes par rapport à beaucoup de choses parce que c'est pas forcément une voie qu'ils ont entièrement choisie. Il y a une partie entre guillemets, «de destin» là-dedans, hein. Ils sont nés dans un temple et on les pousse un petit peu à reprendre le temple. Donc voilà, les problématiques, les discussions pouvaient pas mal dépendre aussi voilà, du vécu de chacun. Et nous, on était dans une situation un petit peu particulière avec Victor, bien entendu, de par le fait qu'on était étrangers, mais vraiment aussi de par cette situation où on a choisi vraiment d'être là. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup insisté dans les conférences, hein, sur le fait que, même si, c'est les parents qui les envoient, d'une certaine façon, ils ont choisi d'être là. Donc il faut vraiment qu'ils jouent le jeu et qu'ils essaient d'en retirer quelque chose. Voilà. Ah, Osa Sensei, elle assure, carrément, elle assure carrément. Et Pauline qui dit: «Est-ce que les repas étaient formatés comme dans les retraites zen ou chinoises? Prière avant le repas, silence, ordre précis pour manger». Alors c'était, pas aussi austère, mais il y avait un peu de ça. On avait une prière avant, une prière après et après une fois que c'était fait, on pouvait parler librement, manger comme on voulait. Par contre, il y avait une règle qui était assez galère, c'est que, heu, ils décrètent que le repas est globalement terminé quand la majorité des gens ont fini de manger. Donc tu pouvais pas prendre trop le temps de manger non plus. Alors ils disaient: «Oui, tu peux rester et cetera», mais le problème c'est que derrière il y a des activités, donc tu peux pas non plus passer 10 plombes à manger. Donc globalement, il fallait essayer de manger pas trop lentement, essayer de voir un peu où en étaient les autres pour, voilà, manger à peu près au même rythme, pour s'assurer qu'on finisse à peu près, tous en même temps. Mais sinon, c'était, voilà, très détente les repas par rapport à ça.
Eponine qui dit: «Il y a le perso de Igarashi dans Blue Lock dont la motivation est de devenir footballeur pro pour pas être obligé de reprendre le temple Shin de ses parents». Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'avais vraiment un qui disait Eponine, moi, j'avais un exemple parfait de ça dans ma chambre. Celui qui était, on l'appelait, c'est notre leader. Parmi les participants dans chaque groupe, nous on était le groupe 1, dans chaque groupe, il y avait un des participants qui devait être le leader du groupe, c'est-à-dire c'est juste que c'est la personne à qui les sensei allaient communiquer les informations pour que lui les communique au groupe, et c'est lui aussi qui était responsable de s'assurer que tout le monde globalement était ok, voilà, bon, globalement. Et en fait le jeune leader qu'on avait dans notre groupe, c'est un gars qui s'appelait Ishikawa et qui était justement une personne qui avait à la base, c'est lui, il avait à la base pour projet, eh bien, de devenir baseballeur pro. Voilà. Il avait fait, il allait assez loin au niveau baseball. Il avait un bon niveau, mais il a fini par échouer au niveau des qualifs à assez haut niveau pour pouvoir rentrer dans des grosses universités spécialisées dans le baseball. En fait, quand il a réussi à rentrer dans ces universités-là, mais quand il a vu le niveau des autres, il s'est rendu compte que malgré tous ses efforts, il n'était pas à la hauteur. Forcément, hein, il y a beaucoup de personnes intéressées et très très peu d'élus à la fin. Et donc, c'est quelqu'un qui était issu d'un temple, justement, à la base, et qui avait espéré devenir baseballeur pro, et qui finalement s'est retourné quand même vers le temple à la fin. Tout à fait, ouais. Donc, c'est pas un scénar qui est, ce que tu disais dans Blue Lock, hein, qui est aberrant du tout. Moi, j'avais vraiment un exemple typique dans ma chambre, puis il y en avait plein d'autres qui étaient dans cette même optique, en effet, quoi. En effet. Et donc, pour terminer, bien sûr, avec le planning, eh bien, une fois qu'on avait fini de discuter ensemble, ça se terminait à 9h, eh bien, on pouvait aller prendre le bain et ensuite, on pouvait tout simplement se reposer un petit peu et aller faire dodo. En général, le temps de prendre le bain, de discuter, le temps que moi, quand j'y pensais, je traduise les hiragana, donc le syllabaire japonais, en écriture latine pour mon collègue Victor et tout. En général, on se couchait vers 23h, 23h30, voire minuit. Et après, réveillé à 6h. Assez violent. Voilà. Donc, vous voyez le planning, en fait, le planning est très chargé, hein, globalement. C'est les repas, bien sûr. C'est des services, le matin et le soir, des conférences, la revue de ces conférences-là, des études de rituels, et derrière, un petit peu de nettoyage. Et voilà, et beaucoup de discussions aussi. Donc voilà, en gros, le planning de la journée. Et vous voyez, en fait, ce planning avait très peu de pauses. En fait, les seules pauses qu'on avait vraiment, c'est des moments justement un peu de battement, soit parce que un cours terminé plus tôt, ou parce que notamment notre sensei référent, des fois nous faisait terminer un tout petit peu plus tôt les moments de discussion, pour qu'on puisse aller par exemple aux toilettes ou ce genre de choses. Et sachant que pour aller aux toilettes, pareil, c'est un peu compliqué parce que on ne peut pas y aller avec les vêtements complets de moine. Donc quand on veut aller aux toilettes, il faut enlever la robe noire qu'on porte, que ce soit le kan-e ou le jikitotsu, et on ne garde que les 2 robes blanches. Et ensuite, on peut aller aux toilettes. Ensuite, il faut remettre les robes noires, remettre les kessa, etc. Donc, il faut prévoir du temps aussi pour ça quand on va aux toilettes, pour avoir le temps de se mettre, de remettre d'enlever ses vêtements, de remettre ses vêtements correctement. Donc voilà un petit peu le planning. Et pour terminer, hein, avec la bonne blague, le dernier jour, ici, vous voyez que à la place du bain, il y a marqué Write and submit a reflective essay. Le 6e jour, alors qu'on commençait tous à être éclatés parce qu'on avait une moyenne de 5-6 heures de sommeil par nuit pour ceux qui n'avaient pas fait trop fait les foufous, plus des activités en boucle pendant une semaine. Le dernier soir, après le groupe de discussion, on avait tous rendez-vous dans la salle de classe. Et là, on me dit, il est 21h, vous avez de 21h à 23h pour écrire un essai. Voilà. Alors, un petit essai, hein, c'est 500 mots, hein, c'est pas grand-chose, c'est une page et demie Word. Voilà. Et notre thème, c'était l'appel que nous recevons à devenir des chercheurs dans la voie bouddhiste. Voilà. À des personnes, ce qu'il y avait seekers, c'est vraiment des personnes qui cherchent la voie, hein, des étudiants sur la voie. Et donc, on avait 2 heures pour faire ça, alors qu'on était tous éclatés, qu'on avait qu'une envie, c'était d'aller prendre le bain pour se reposer. Et du coup, on avait le rapport à écrire le dernier soir. C'était assez, assez violent pour nous achever. Mais ouais, comme disait Agdek, tu calcules ton coup quand tu vas aller aux toilettes. Effectivement, ouais, tu fais bien attention. Carrément, carrément. Donc voilà, en gros, le planning. Vous voyez que ça ne rigole pas. Voilà. D'ailleurs, je suis assez content, hein, d'avoir vraiment voulu aller au bain avec tout le monde, parce que le bain du soir,
c'est vraiment un moment qui est assez privilégié pour discuter avec les gens. Je me suis fait vraiment des amis à ce moment-là. J'ai eu l'occasion de discuter, de divers sujets. Donc ouais, c'est un truc, je regrette pas de à la base, j'étais censé me faire tatouer avant et j'aurais pas pu aller dans les bains. J'ai refusé de me faire tatouer exprès pour pouvoir y aller et c'était une bonne chose parce que ça permet vraiment de renforcer le groupe, ce moment où on va tous se détendre ensemble après une longue journée. C'était un bon moment, un très, très bon moment. Voilà. Et du coup, un petit peu pour vous partager aussi ce que j'ai appris pendant cette retraite, parce que là, je vous ai parlé du planning, je vous ai montré un peu tout le monde. En gros, enfin, on va dire les choses que j'ai appris globalement, bien sûr, j'ai appris entre autres, hein, comment bien m'occuper de mes vêtements de moine, mais j'ai surtout appris comment bien me comporter comme un moine. Parce que vraiment pendant cette semaine-là, on est vraiment tourné. Enfin, toute notre attitude doit être tournée vers les enseignements du Jodo Shinshu. Notre attitude doit être aussi tournée vers ça. Comme je vous le disais, hein, ne serait-ce que par exemple le respect qu'on doit montrer dès qu'on passe devant une pièce qui contient un aibotsu, donc un meuble contenant une statue du Bouddha ou des parchemins du Bouddha. On doit toujours s'incliner devant. Quand on rentre dans ces pièces-là, on se met en seiza, on met nos mains en gassho, on récite le Nembutsu et ensuite on salue. Tous ces comportements-là, toute cette attitude, le fait de ne pas courir, par exemple, là, on ne devait pas courir, on devait essayer de marcher, on devait essayer d'être calme. Il y a une façon très spécifique de marcher quand on porte des kimonos. Ils nous ont aussi montré comment nous tenir quand on va, par exemple, au temple mère aussi, surtout là, quand on est perçu en tant que moine, hein, pour que les gens, enfin, pour vraiment montrer du respect dans notre attitude. Voilà, il y a vraiment, c'est ça surtout moi que j'ai retenu dans cette retraite-là, c'est une semaine où vraiment on essaye de vivre vraiment comme un moine, de se comporter comme un moine, d'agir, de façon noble, aider les autres autour de nous quand ils sont dans la galère. C'est vraiment voilà, plus cet élément-là, moi, on va dire, qui m'a le plus marqué, c'est cette attitude. Et une personne d'ailleurs, moi, là-dessus, qui a été un modèle pour moi au niveau de l'attitude, je vous le montre. C'est un des sensei, c'est le monsieur ici, Takahashi Sensei, qui, lui, était notre qui était notre sensei, dédié à notre groupe et à un autre groupe pour tout ce qui était, rituel et donc, chant, voilà, pliage de robe et cetera. Et en fait, cet homme avait une attitude, il avait vraiment l'attitude, la réelle attitude du moine. Il était toujours très souriant, très doux, tous ses mouvements étaient nobles, il était toujours là en train d'essayer d'aider les autres. Enfin, il avait vraiment il dégageait vraiment l'aura, la vraie aura du moine et du coup moi, ça m'a inspiré juste le fait de le voir. Oh, ses cours étaient très bons en plus, mais le fait de voir sa façon d'agir, sa façon de bouger, et cetera, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ça a été un grand modèle pour moi pendant la retraite. C'est ça. Éponine qui dit: «Ne courez pas, 6 mois pendant le SAMU, pendant le nettoyage». Oui, speed! Oui. Alors là, on avait le droit. Si on voulait, là, on pouvait faire un peu les foufous, mais enfin les foufous, dans une certaine mesure. Mais effectivement, non, le reste du temps, voilà, surtout quand on porte les robes, les grandes robes, et cetera, on n'est pas censé, marcher, par exemple, en tapant les pieds, pom, 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 pom. Non, en fait, on doit avoir nos pieds qui glissent sur les tatamis. Ça doit faire quand on marche comme ça doit faire un petit bruit et déjà parce que c'est pour ne pas abîmer la façon dont les kimonos est attaché sur nous, pour ne pas qu'ils se détachent et cetera ou qu'ils se mettent mal et ensuite, c'est aussi pour une question de respect, hein, de question de marcher avec dignité et pas être en train de faire les gros lourdeaux. Voilà, on doit essayer de faire ça. Un autre élément que j'avais pas mal apprécié, c'était une des conférences qu'on avait eues où le conférencier a parlé de, l'idée de dire en fait, bon dans le Jodo Shinshu, il y a un concept qui s'appelle le Zen Shishiki. Zen Shishiki, c'est ce qu'on appelle un ami de bien. Un ami de bien, c'est une personne qui vous aide à avancer sur la voie et en fait, le conférencier expliquait que, si vous vous attendez à ce que votre ami de bien, ce Zen Shishiki, soit d'une façon ou d'une autre, vous allez passer à côté. En disant: «Bah, moi, mon enseignant idéal, mon ami de bien, la personne qui va me mettre sur la voie, mon sensei, il doit être comme ci, il doit être comme ça, il doit avoir ces caractéristiques-là, ces caractéristiques-ci et pas ces caractéristiques-là». Si vous faites une idée trop préconçue de, votre sensei, de votre ami de bien, vous risquez de passer à côté d'énormément de possibilités d'apprendre et donc il disait justement, hein, le Zen Shishiki, cet ami de bien, peut avoir de multiples formes, un peu comme la même idée avec Kannon, hein, qui prend une multiples formes. Donc au contraire, il faut être ouvert à la possibilité d'apprendre d'une multitude de personnes. Donc ça, je trouvais ça assez joli comme approche et on avait aussi, pas mal parlé, ça c'est un point qui, je pense, parlerait pas mal aussi à Eponine. Il nous en parlait on a pas mal discuté de la différence entre ce qu'ils appelaient Gegaku et Gyogaku. Gegaku, ce sont les études académiques et Gyogaku, c'est l'étude par la pratique.
Et donc, au début, le conférencier qui parlait de ça les mettait un peu en opposition, puis ensuite il les a reliés en expliquant que euh, l'important, en fait, même les études académiques ne peuvent être efficaces que si derrière elles se transforment en pratique. Donc voilà, elles doivent être tournées vers les enseignements, vers la pratique derrière. Si elles ne restent que d'un point de vue intellectuel, eh bien, on passe à côté de quelque chose d'important. Donc, il faut bien faire attention à ce que bien, nos études, les différentes études qu'on mène, soient faites derrière dans un objectif de pratique. On doit les mettre en action. Si elles ne restent que intellectuelles, eh bien, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà, ce genre de choses-là. Et ouais, et juste pour vous parler aussi un petit peu de Takahashi Sensei, hein, mon sensei de chant, euh, cette personne était incroyable parce que c'est aussi un coach vocal. Cet homme est un coach vocal. La dernière session de rituel qu'on a fait avec lui, c'était une session de coaching vocal pour tous les participants. Donc on était, je crois, une douzaine, quinzaine à ce moment-là. Lui, il avait la charge d'une quinzaine de participants, une vingtaine je crois qu'on était 20, peut-être une vingtaine de participants. Il a pris quasiment entre 3 et 5 minutes pour chaque participant, pour leur donner des conseils pour améliorer leur chant. Pour ça, en fait, il nous a fait réciter chacun une partie du Shoshinge. Et ensuite, donc, il nous est resté juste un verset du Shoshinge. Et ensuite, pendant 3-4 minutes, il essayait de nous améliorer. Et il donnait vraiment des conseils de fou en mode coach vocal, quoi. Il y avait notamment une personne dans ces sessions-là qui n'était pas dans mon groupe, qui était dans un des autres groupes, mais qui participait, qui était parmi les 20 participants dont ce sensei avait la charge, qui était une personne qui n'avait pas l'air très bien dans sa peau, un jeune, vraiment un peu l'archétype du japonais qui est pas très bien dans sa peau, quoi. Alors, un peu rond, petites lunettes, cheveux gras, toujours courbés comme ça, toujours un peu perdu, à pas trop savoir ce qu'il fait là. Et en fait, le sensei, il a réussi à transformer son attitude en 5 minutes, c'était une dinguerie. Donc le gars, il chante voilà, avec pas beaucoup d'énergie, etc. Le sensei lui a donné des conseils, et à la fin, le gars, il était droit, il était sûr de lui, et il chantait avec une voix vraiment posée et forte, et ça a tellement choqué les autres participants autour qu'on était tous genre, on s'est tous mis à l'acclamer et tout. Et vraiment, ce jeune, ça l'a rendu super heureux, parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui avait eu beaucoup d'occasions dans sa vie d'être acclamé par un groupe. Et là, vraiment, d'un coup, t'as tout le groupe qui s'est retourné vers lui en disant, putain, c'est incroyable ce que t'as réussi à faire et tout. Et franchement, c'était génial. Je peux vous le montrer, hein, c'est le monsieur, c'est ce jeune là. Vous voyez, il a pas l'air de kiffer la grande vibe, quoi. Et vraiment, ouais, pendant les cours, il était toujours un peu comme ça, à tripatouiller son enjeu, pas trop, à moitié endormi et tout. Et vraiment, le sensei, il a transformé son attitude. C'était fou. En quelques conseils, c'était, euh, c'était génial. Et du coup, ouais, il avait l'air d'être beaucoup mieux dans sa peau après. Et j'ai eu l'occasion, il est venu au bain quand j'y étais. Et j'ai même pu parler avec lui et tout. Il avait l'air d'être trop bien. Donc voilà. Et le sensei a fait ça pour chaque personne. C'est assez fou. Voilà. Mais c'est ça. Non, mais en fait, les shonen, c'est la vie quotidienne au Japon. Ah, vraiment, hein. À la retraite, il y avait des moments shonen qui étaient incroyables. Bah, notamment la transformation de ce gars-là. C'est un grand moment de shonen. C'était juste fou, quoi. C'était juste fou. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport à ça? Oui, un truc que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est les efforts qui ont été faits par tout le centre de retraite pour nous faire nous sentir bien. Parce qu'en fait, on est les premiers étrangers qui ne parlent pas parfaitement japonais, sachant qu'il y avait un ou deux, Victor, qui ne parle pas du tout japonais, mais vraiment pas du tout. Ça se limitait à arigato, hein, à ce niveau-là. Et ils ont vraiment essayé de nous mettre bien. C'est-à-dire, le fait qu'ils aient pris un sensei référent qui parle anglais. Ils avaient, à certains endroits, ils avaient noté en anglais les noms des salles de classe. Ils avaient aussi fait en sorte que la petite prière qu'on récite avant et après le repas nous soit traduite en anglais et qu'on la récite de temps en temps en anglais au lieu de le faire que en japonais. Voilà, ils ont vraiment essayé de faire en sorte qu'on se sente bien. Ils ont encouragé aussi les participants à venir nous parler, essayer de faire des efforts, même s'ils parlaient qu'un tout petit peu d'anglais. Et puis bon, moi, avec le japonais, je pouvais aider derrière. Voilà, il y avait vraiment des efforts qui étaient très sympas, qui étaient très très sympas. Mais par contre, ouais, ça a été, comme je dis, ça a été très intense. Bah, déjà, comme je vous avais vu, hein, le rythme est raide et on tient ce rythme sur une semaine, ou sur une semaine, on ne va quasiment, comme je dis, pas sortir. On a très peu de temps mort. On a beaucoup, beaucoup d'activités.
Et surtout le premier jour, ils essayent de passer plein d'infos. Ils doivent nous expliquer comment ça se passe. On doit prendre une photo tous ensemble. On doit changer de vêtements pas mal de fois. Bah, ils essayent de mettre plein d'infos. En plus, on arrive, donc il faut qu'on range nos affaires dans les placards et tout. Il y a énormément de trucs le premier jour. Moi, je suis arrivé le premier jour, j'étais genre, waouh, je sais pas si je vais réussir à tenir une semaine à ce rythme-là. Et en fait, après, ça s'est calmé. Après, ça s'est vraiment calmé. Puis on commence à rentrer dans le rythme. Et au bout de 2, 3 jours, tu es vraiment dedans. Et après, les journées s'enchaînent juste comme ça. Ça se passe, ça se passe tranquillou. Mais ouais, le fait d'avoir peu d'heures de sommeil aussi, le fait d'avoir peu de pauses, et puis le fait d'être dans un environnement culturel qui est complètement différent du nôtre. J'ai beau connaître le Japon, là, on vivait vraiment comme des Japonais. En plus, dans un environnement assez sérieux. Donc pour nous occidentaux, c'est assez particulier quand même. C'est assez particulier, mais ça s'est très bien passé. Vraiment, ça s'est juste très bien passé. C'est juste qu'au bout d'une semaine, tout le monde était éclaté, hein. On était tous, autant les sensei que les participants, on était cuits à la fin de la semaine, quoi. On était vraiment, vraiment, vraiment cuits. C'est ça. Ponikini va faire un manga Higashi Onganji no Densetsu. C'est ça, exactement, exactement. Puis c'est vrai qu'on passe aussi beaucoup de temps en seiza, beaucoup de temps assis par terre, donc ça peut être un peu problématique. Et voilà, en gros, mais à part ça, c'est une anecdote qui est incroyable parce que j'ai vraiment compris l'intérêt de ces retraites-là, c'est vraiment de te même si derrière tu retiens pas forcément énormément de trucs d'un point de vue purement intellectuel, pendant cette semaine-là, tu vis vraiment comme un moine, tu agis comme un moine et tu gardes derrière des éléments de ce que tu as vécu à cet endroit à ce moment-là, tu vas les garder globalement toute ta vie. C'est vraiment une expérience qui est profonde, qui est intense mais profonde et j'étais pas prêt. Vraiment, j'étais pas prêt à ce rythme-là, mais je suis super content et surtout je me dis: «La prochaine retraite qu'on fera, je serai prêt». Là, pour le coup, je sais à quoi m'attendre. Ça sera beaucoup plus, agréable aussi parce que, voilà, on pourra tout de suite se mettre dans le rythme. On sait comment se déroulent les journées, on sait comment s'habiller, on sait comment plier nos robes. Voilà, globalement, il y aura beaucoup moins de petits éléments de friction qu'on avait au début qui était un peu source de stress et d'angoisse, surtout quand le rythme est rapide. Voilà. Mmh. En gros, voilà ce que je voulais vous raconter. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à tout ça? Des choses que vous aimeriez, ouais, savoir? Je vous raconte juste en attendant voir si, ce serait complet intéressant. Merci beaucoup. Le dernier jour, on finit à 1 heure, hein. À 1 heure, on commence à remballer toutes nos affaires et tout. Sauf qu'en fait, pour nous, avec Victor, ce n'était pas terminé. On devait, derrière, faire une interview. Nous, on était explosés. L'interview, elle a duré 1 heure. Moi, j'étais genre que ça. Oui, ok. Essayer de répondre. En plus, c'est tout en anglais, bien sûr, hein. Essayer de répondre aux questions du mieux possible. C'est une interview parce qu'ils vont, comme on était les premiers occidentaux vraiment à le faire comme ça, ils vont faire un article dans le journal du Higashi Onganji. Il y a un journal officiel du Higashi Onganji hein, qui est distribué aux membres et puis aux moines. Et donc, ils vont faire un article dessus, mais c'est très dur parce qu'on était tellement cuits à la fin. J'avais qu'une envie, c'était d'aller me prendre un truc dehors et d'aller me poser dans mon hôtel. Puis pendant une semaine, bien sûr, hein, comme je dis, on n'a pas de téléphone, donc j'avais pas de contact avec Sophie, j'avais pas de contact avec ma famille ni quoi que ce soit. Pendant une semaine, on est coupé entièrement du monde. Donc là, c'est vrai que à la fin, j'avais vraiment envie voilà, d'avoir des nouvelles de tout le monde, voir comment tout le monde allait et tout, retrouver un peu tout ça. Et par contre, ouais, passer une semaine, je l'avais pas dit, mais passer une semaine sans téléphone, c'est assez intéressant aussi, hein. Ça fait vraiment du bien. Pour le coup, sans téléphone, sans écran et tout, ça fait vraiment, vraiment du bien. On peut se concentrer vraiment sur le quotidien. C'est, ça aussi, c'était malgré tout une très bonne expérience, j'ai trouvé. Ouais. Et je vous raconte juste une dernière petite anecdote aussi, j'en avais pas parlé. Je vous avais raconté, hein, que du coup, parmi, les personnes qui nous ont accompagnés, il y avait Hasegawa Sensei, hein, dont le but principal, le rôle principal était de nous traduire tout ce qui se passe. Et Hasegawa Sensei, c'est une machine. En fait, il est même devenu légendaire dans la retraite en elle-même, à force parce que les gens en parlaient autour. À la base, c'était surtout notre groupe, mais les gens en parlaient autour aussi. En fait, Hasegawa Sensei, il a une mémoire de fou. C'est-à-dire que pendant certains groupes de discussion, hein, notamment au début, quand les personnes se présentaient dans notre petit groupe,
Il y avait des fois une personne qui allait faire un monologue pendant 5 minutes pour expliquer, en disant: «Voilà, je suis née dans telle ville, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, machin». Et puis après, elle racontait son parcours, comment elle en est arrivée au bouddhisme et cetera, où est-ce qu'elle est d'une famille de temple. Pendant 5 minutes, elle allait déblatérer globalement toute sa biographie et à la fin, Hasegawa Sensei, il se retournait vers nous et il recommençait le récit en anglais depuis le début. Il se souvenait de tous les détails. Il recommençait en anglais: «So I was born in this city. At 10 years old, I moved to this city». Et en fait, il était capable de se rappeler de l'entièreté de tous les détails et de les traduire en même temps. Ça me rendait fou. En fait, ça rendait fou tout le monde. C'était devenu une espèce de running gag à la fin. Quand quelqu'un faisait un monologue ultra long, tout le monde se retournait vers Hasegawa Sensei et là, il se retournait vers nous et il commençait le récit depuis le début et là, tout le monde éclatait de rire. C'était devenu un running gag. Faut imaginer, Hasegawa Sensei, il passait sa journée à nous traduire des trucs. Traduire des conférences en direct, traduire pendant les groupes de discussion. C'était une folie et traduire aussi ce que nous on disait en japonais, c'était une dinguerie. Il est incroyable. Mais par contre, il était éclaté, encore plus que nous. À la fin, lui, il était mort. Il avait plus de ressources, hein. C'était, 1 semaine complète à faire ça. Je sais même pas comment il a tenu. C'est incroyable. Franchement, j'ai énormément de respect, heu et puis d'admiration parce que là, vraiment faire ça, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Ah, et Pauline qui dit: «Est-ce que le temple offrirait une aide financière lorsque quelqu'un veut construire un temple? Peut-être pas au Japon parce qu'il va y en avoir assez, mais à l'étranger». C'est possible. C'est des choses qu'il faut voir. Bah, là, justement, j'ai reçu là ce matin une petite compensation financière pour la retraite en elle-même. Une petite compensation, du temple. Globalement, qui couvre, à peu près le coût parce que bien sûr la retraite en elle-même a un coût, hein, parce qu'on est, logé, nourri, blanchi, pendant une semaine, il y a les sensei et tout. C'est pas extrêmement cher d'ailleurs, hein, là, pour vous donner un ordre d'idée financier, la retraite en elle-même, heu, coûte 75 000 yens, ce qui fait à l'heure actuelle à peu près 500 €. C'est-à-dire c'est 500 € pour être avec les repas d'ailleurs, les repas d'une qualité incroyable. Bah, franchement les repas, c'était digne d'un resto, hein, c'était excellent à chaque fois. 500 € pour une semaine dans le temple avec, tous les repas inclus, c'est plus tous les cours, c'est pas si cher payé que ça du tout, hein, au contraire, ça fait vraiment pas cher et donc ils nous ont là en donné une compensation financière qui globalement couvre un peu plus d'ailleurs même que ça, que le coût de ça. Ça couvre ça plus une partie des robes qu'on a dû acheter parce qu'il y a certains éléments certaines robes qu'on a dû payer et voilà donc c'est très, très cool de leur part, c'est très sympa. Surtout que nous, bien sûr, avec les frais, on a les billets d'avion à payer et tout, c'est quand même, ouais, ça fait beaucoup de frais quand même malgré tout, hein. Donc ouais, très sympa de leur part aussi de nous avoir, soutenus là-dessus, quoi. Voilà.